Afrique Média. Afrique Média. Le monde, c'est nous. On a le plaisir bien sûr de retrouver nos analystes dans le cadre de cette émission. Gamal Abina, internationaliste. Bonjour à vous Gamal, merci de nous retrouver en direct dans le cadre de cette nouvelle édition de Géopolitique internationale. Allô. Le problème c'est que je ne peux pas rester plus de 2 heures. Ah, ouais, c'est ça. Ça va poser problème. Pas d'explication. Avec nous dans le cadre de cette édition, Jimmy Dalido est également avec nous dans le cadre de Géopolitique internationale ce matin. Bonjour à vous Jimmy Dalido, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Moi, j'ai prévenu que je serais peut-être en retard, j'ai pas été en retard, mais là, malheureusement, il y a un gros retard. Ouais, là, ils sont là, bon, une demi-heure de retard. Ouais, c'est beaucoup. Voilà, en attendant que les invités soient confortablement installés, voilà, donc quelques poussières de secondes, hein, on va pouvoir les avoir tous les trois, voilà, parce que Luc Michel sera également des nôtres ce matin dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale, et peut-être que Linda Larbaoui pourra nous rejoindre également. Voilà, Jimmy Dalido, bonjour à vous. Tout à l'heure, je vous souhaitais la bienvenue dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale. Merci de nous retrouver en direct. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Jimmy Dalido, merci d'être là. Gamal Abina est à vos côtés. Bonjour Gamal, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Voilà, merci à tous les deux d'être là. Tout à l'heure, on va certainement retrouver Luc Michel. Est-ce que Luc Michel est déjà avec nous? Oh, voilà, pas encore. Luc Michel sera donc là et probablement Linda Larbaoui. Alors, chers messieurs, on va donc commencer ce matin par la crise ukrainienne. On va tenter de comprendre à ce jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que les États-Unis vont continuer à livrer les armes à l'Ukraine alors que certains analystes révèlent que l'Occident bientôt sera à court d'armes justement? Est-ce qu'ils vont continuer dans cette lancée? Mais surtout, comprendre peut-être aussi le bilan de cette livraison d'armement. Sur ce point, j'aimerais commencer avec vous, Jimmy Dalido. Alors, on sait qu'au mois de juillet dernier, Jimmy Dalido, les États-Unis avaient livré, au mois de juin, voilà, les États-Unis avaient pratiquement livré soit environ 3,9 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Et aujourd'hui, certains analystes révèlent justement que le stock des Occidentaux d'armes commence à s'épuiser. Est-ce que vous pensez qu'ils vont poursuivre dans cette lancée, les États-Unis particulièrement? Est-ce que les États-Unis vont continuer à livrer les armes à l'Ukraine? Oui, alors il y a deux choses. Il y a la posture des États-Unis et la posture de l'Union européenne. Effectivement, les États-Unis vont continuer à fournir des armes en Ukraine. Et je pense que franchement, ce serait une erreur de penser que les capacités productives en armement des États-Unis se faibliraient. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'ils sont encore la première puissance mondiale, c'est le premier impérialisme mondial. Il a des capacités productives phénoménales et il va continuer à fournir en armes. Ce qui est très problématique, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que en tout et pour tout, si vous faites l'addition entre les aides militaires, l'addition entre l'aide militaire apportée par l'Union européenne et par l'impérialisme nord-américain, c'est plus de 100 milliards qui ont été apportés, plus de 100 milliards qui ont été apportés en armement, sous forme d'armement, pour aider le gouvernement néo-nazi d'Ukraine. Donc, alors, quand il s'agit d'aider un gouvernement néo-nazi en Ukraine et pour tuer des gens, l'impérialisme débloque plus de 100 milliards
plus de 100 milliards. Par contre, je rappellerai que l'impérialisme, qu'il soit états-unien ou français ou allemand, ça fait 50 ans qu'ils sont, un peu plus même, qu'ils sont sur le continent africain et ils n'ont jamais rien fait à part destruction au chaos. Ils n'ont jamais financé d'infrastructures, ils n'ont jamais permis au continent africain de se développer. Donc 100 milliards pour tuer des vies, mais ils n'ont pas d'argent pour sauver des vies. Vous voyez? Donc ça, c'est une base de principe qui est inadmissible, inconcevable, et que nous devons combattre de toutes nos forces. Mais en même temps, vous savez, il y a une contradiction quand même entre l'Union européenne et les États-Unis, parce que évidemment, on l'a déjà dit, mais c'est important de réaffirmer cette réalité que les impérialismes organisés au niveau européen, Berlin, Paris, britanniques, ont des capacités productives considérablement réduites par rapport à l'impérialisme nord-américain. On, on sait que les directives européennes qui émanent de Bruxelles ont été particulièrement destructrices et ont empêché, en corrélation avec les gouvernements de Paris et Berlin, évidemment, les directives européennes ont considérablement réduit le tissu industriel dans tous les pays d'Europe, à part peut-être l'Allemagne, qui est un peu plus industrialisée parce que c'est lié à des restes de la Seconde Guerre mondiale et le fait que l'Allemagne a été nazie. Donc forcément, il y a eu un tissu industriel qui a été conservé après 1945. Mais on constate qu'en fait, la production a été considérablement réduite. Elle a été quasiment réduite à quasiment un néant. En France, on ne produit plus. En fait, l'impérialisme français ne produit plus. L'impérialisme français est devenu une zone de commerce. La France est une zone commerciale. Ce n'est pas une zone productive. La force importe des marchandises provenant d'un peu partout dans le monde, mais elle n'exporte quasiment plus de marchandises. On a bien vu que l'impérialisme français est incapable de s'autosuffire en gaz, en électricité. Là, le froid, il arrive, on est déjà en train on est en train de faire des coupures de chauffage, carrément. Vous voyez? Donc, de là à continuer à produire des armes et de là à exporter des armes en Ukraine, on le fait. On le fait, hein. On ne peut pas dire qu'on ne le fait pas. Si l'impérialisme français, s'il est impérialiste, c'est qu'il a encore des capacités financières qu'on ne peut pas sous-estimer. Mais par rapport à l'impérialisme nord-américain, c'est carrément le jour et la nuit. Après, effectivement, je pense qu'il y a deux choses importantes. La première chose, c'est qu'effectivement, je pense que c'est important de réaffirmer cette réalité, cette base de principe que nous devons combattre de toutes nos forces, qui est que l'impérialisme apporte 100 milliards pour tuer des vies, mais il n'apporte aucun euro pour sauver des vies, que ce soit sur le continent africain ou même sur le continent européen ou ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer les capacités productives de Washington, malheureusement, parce que ces capacités productives sont considérables. Je reviendrai sur un autre élément qui est ce que j'ai appelé le cyber-impérialisme. J'avais écrit un texte, d'ailleurs en France, qui avait été publié dans des médias, pas mal repris dans certains médias, où je parlais du cyber-impérialisme, de cette nouvelle caractéristique de l'impérialisme. On le voit par exemple avec la posture, enfin le cyber-impérialisme, c'est le fait que l'impérialisme maintenant utilise, on a une vision militarisée assez limitée. Pour nous, en général, on voit l'armée, on voit les tanks, on voit les missiles, mais attention, parce que le cyber-impérialisme utilise aussi toutes les voies de communication, notamment ce qu'on appelle le cyberespace, qui passe par, comme vous le savez, hein, les réseaux sociaux, les smartphones, etc. Mais ils vont utiliser aussi des réseaux bien plus complexes. Je prends un exemple avec Starlink, des réseaux de connexion Internet. Je pense notamment à la position de SpaceX, du patron de SpaceX, Elon Musk, qui a clairement dit, par exemple, dernièrement, il a dit que Starlink allait cesser. Vous savez, Starlink, c'est ceux qui apportent des terminaux de connexion à Internet, en Ukraine notamment et partout dans le monde. Et en fait, le patron de Starlink a clairement dit qu'ils étaient à plus de 100 millions d'apports financiers pour pouvoir apporter en Ukraine des réseaux de connexion et qu'à un moment, le ministère américain devrait prendre le relais. Donc là, on voit bien toute la portée, on voit bien le fait que ce qu'on appelle le capitalisme de monopole, qu'on appelle l'impérialisme, et le fait que les multinationales contrôlent tout jusqu'à contrôler les États eux-mêmes. Voyez, et on voit qu'on est tous subordonnés aux décisions des multinationales. C'est faux de croire que les États dirigent les multinationales dans le cadre impérialiste.
c'est les multinationales qui dirigent les États. Et en fait, donc, on est arrivé dans l'ère du cyber-impérialisme. C'est ce que je développais dans mon texte, le cyber-impérialisme. Et ça, c'est une nouvelle configuration, un nouvel aspect de l'impérialisme qu'on n'avait pas avant. Et le cyberespace, donc, comme Starlink, c'est pas les seuls. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut prendre. Et les États-Unis, quand on parle de l'armement que vont continuer à produire les États-Unis pour aider le gouvernement néo-nazi d'Ukraine, passera aussi par, c'est pas seulement les missiles et les tanks, c'est aussi tout ce qui est développement du cyberespace et qui va permettre de fluidifier la guerre. Encore une fois, je terminerai par là, c'est que les États-Unis ne lâcheront pas parce qu'ils ont très bien compris qu'avec l'Ukraine, la Russie est un empire. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. S'il y a jonction entre le Heartland et le Luimland, c'est-à-dire une jonction entre ces deux parties du monde, bah, s'il y a jonction, c'est fini pour le pétrodollar. Et cette jonction, et les États-Unis ont très bien compris en contrôlant l'Ukraine, en empêchant le contrôle de l'Ukraine, en tout cas le contrôle de l'Ukraine par l'organisation de la coopération de Shanghai et par cette force sino-russe, en empêchant le contrôle de l'Ukraine, elle empêche la Russie de devenir un empire et elle empêche le développement du continent eurasiatique. Et elle empêche la jonction entre le Heartland et le Luimland. Donc elle ne lâchera pas. Là, ça va être une bataille du cyberespace, le cyber-impérialisme, et une bataille de chiffres, une bataille d'argent, malheureusement, ce qui génère le profit permettant de développer les capacités productives. Encore une fois, c'est la force de travail humaine exploitée dans les process de production capitalistes. C'est la force de travail humaine qui crée du profit, et avec ce profit, on reproduit le capital. Concrètement, avec la force de travail humaine exploitée, on fait du fric. Avec ce fric, on produit des armes. Donc malheureusement, ça va être une bataille de chiffres, une bataille entre deux grandes puissances, deux forces motrices mondiales. Et malheureusement, ils vont faire payer ceux qui vont payer, ben, encore une fois, c'est le peuple travailleur, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Afrique ou en Asie. C'est le peuple travailleur qui va payer. Jimmy Dalédo pour cette analyse un peu plus explicite. Alors, Gamal Abina, si on s'en tient à l'analyse que vient de faire Jimmy Dalédo, on comprend très bien que d'une certaine façon, à la question de savoir si les États-Unis continueront la livraison d'armes en Ukraine, d'une certaine façon, il répond par l'affirmative. Alors, dans ce cas, est-ce que vous partagez cette analyse, hein, parce qu'on sait que je l'ai d'ailleurs dit à l'entame de l'émission, on sait que les États-Unis et les Européens, d'après certaines informations à nous parvenues ici à la rédaction d'Afrique Média, pressent les industries d'armement d'augmenter le rythme de leur production. Est-ce que d'une certaine façon, ça voudrait dire que le côté occidental n'est pas prêt de s'arrêter dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? Alors oui, il y a deux questions qui sont posées là-dessus. La première question, est-ce que les États-Unis ont la capacité de produire beaucoup d'armements? Il ne faut jamais oublier une chose essentielle, les États-Unis sont la première puissance industrielle militaire quasiment de la planète. Donc non seulement ils en ont la capacité, mais surtout ils ont des quantités considérables d'armes en réserve. C'est quand même un budget qui est entre 600 et 700 milliards de dollars depuis 20 ans. Donc ils sont très très loin d'être en difficulté par rapport à la production d'armement. Ils en ont largement les moyens. La question qui se pose à ce niveau-là, c'est pas les États-Unis, c'est est-ce que l'Europe est en mesure, et on voit bien que c'est pas le cas, de produire des armements à destination de l'Ukraine, alors qu'ils sont actuellement, parce que pour des raisons budgétaires, avec une réduction considérable des budgets d'armement en Europe, c'est la Commission européenne qui a organisé ça, et les Européens étaient d'accord là-dessus, puisqu'ils rêvaient d'une armée commune et ils espéraient toujours avoir le parapluie de l'OTAN. Donc les Européens ont un petit peu baissé leur production d'armement, et ils sont donc incapables d'assurer une augmentation des exportations d'armement à destination de l'Ukraine sous forme de dons ou sous forme de prêts ou de ventes, tout simplement. Donc la question, est-ce que les États-Unis sont capables? Oui, parfaitement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les États-Unis ont largement les moyens de produire et de fournir les armements aux Ukrainiens. Maintenant, est-ce que les États-Unis le veulent? C'est une autre question. Les États-Unis le veulent, dans une certaine mesure, Biden en particulier, mais depuis les midterms, depuis les élections avec des budgets faramineux qui ont été octroyés pour l'Ukraine, eh bien, beaucoup d'États-Unis commencent à se poser la question de l'intérêt de cette guerre qui coûte de l'argent. Évidemment, aux Européens, c'est une chose, mais qui va peut-être pas forcément rapporter autant que ça aux États-Unis, même s'ils profitent à plat de l'augmentation du cours de gaz et du pétrole, qui leur profitent par rapport à leurs industries, qui sont des industries qui coûtent cher à l'exportation, à l'exploitation plutôt.
Le pétrole et le gaz du schiste sont très chers, le coût d'exploitation est très élevé, et il faut un minimum de 80 $ le baril de pétrole, par exemple, pour aller exploiter du schiste. Donc c'est une des raisons qui a motivé les États-Unis à pousser à la guerre, parce qu'évidemment, quand on fait les sanctions à la Russie, ça fait augmenter immédiatement les cours du gaz et du pétrole, mais de l'autre côté, il y a l'effet boomerang. C'est-à-dire que ce qui va profiter aux États-Unis sur un plan économique va peut-être pas leur profiter sur un plan politique et militaire. Et en l'occurrence, comme les Russes sont à domicile, puisque lorsqu'ils frappent l'Ukraine, c'est à la porte de la Russie, eh bien, ils ont les moyens d'une intervention extrêmement puissante et efficace que les Ukrainiens n'ont plus. Ils se rendent bien compte que les Ukrainiens sont manipulés quelque part, puisqu'on les pousse à la rupture alors qu'ils pourraient négocier. Et ils ont largement les moyens de subvenir à ces besoins, mais un courant américain refuse que les États-Unis continuent à apporter de l'argent ou des dons, puisqu'il y a quelques dons qui ont été faits, au profit de l'Ukraine. Leur retour sur investissement étant pas évident, n'oublions jamais que les États-Unis sortent de deux grandes défaites. Ils ont perdu la guerre en Afghanistan, ça leur a coûté très cher. Ils ont perdu la guerre en Irak, ça leur a coûté très cher. Et ils se rendent bien compte qu'en Ukraine, il n'y a pas de pétrole et de gaz, à part peut-être l'exploitation de quelques minerais de fer et puis surtout de l'agriculture, mais ce n'est pas non plus un pays qui est très intéressant sur le plan géopolitique. Donc les États-Unis se posent la question de savoir si ça vaut le coup d'y aller. Donc Biden est plutôt va en guerre, on le sait depuis le début. Son Parlement, lui, est plus favorable, évidemment. Il y a donc une rupture dans la stratégie globale. Et je ne crois pas du tout qu'il y ait un problème d'approvisionnement. Ils ont les moyens de fournir les armes. Je pense que le problème se pose au niveau politique. Est-ce que oui ou non ils vont continuer? Et il me paraît évident aujourd'hui que les États-Unis vont commencer à afficher leur position. Preuve en est, les journaux commencent à laisser fuiter quelques articles qui commencent à dire que des officiels américains, des généraux, demandent à ce que les Ukrainiens aillent à la table des négociations. Parce qu'évidemment, il y a un autre aspect dans cette guerre, c'est que la victoire en termes économiques, c'est vrai qu'elle profite aux Américains, mais elle est totale pour les Russes. Eux aussi ont du pétrole et du gaz qui coûtent moins cher d'ailleurs à l'exploitation. Eux aussi ont trouvé des alliances importantes comme la Chine et d'autres pays de l'Est jusqu'aux pays d'Afrique ou d'Asie. Eux aussi se sont repositionnés sur un monde qui veut se dédollariser. C'est ce que veut Poutine, c'est ce que veulent les Chinois. Donc le risque pour les États-Unis, c'est la dédollarisation. C'est-à-dire que ce qu'ils gagnent en gaz et en pétrole, ils risquent de le perdre en influence monétaire. Donc c'est vrai que la question à poser, c'est est-ce que les États-Unis veulent continuer la guerre? Non pas parce qu'ils ont les moyens, ils en ont largement les moyens, mais est-ce que ça vaut le coup sur un plan du retour sur investissement, c'est-à-dire donner de l'argent pour en gagner plus? Et là, c'est beaucoup plus difficile de penser que ça vaut le coup. Donc la question aujourd'hui, c'est pas de savoir s'ils peuvent le faire, c'est s'ils veulent le faire. Alors justement, la question de savoir s'ils veulent le faire, justement, j'aimerais revenir sur un aspect, à la fois cet aspect humain, matériel et ou financier qui concerne les Américains eux-mêmes, parce que on sait que en ce qui concerne la guerre en Ukraine, les armes continuent d'affluer en Ukraine. Les premiers bailleurs de fonds sont bien évidemment les États-Unis. Alors, Dimi Daledo, selon vous, comment se sentent, tout à l'heure, Gamal Abina disait que les Américains se demandent notamment, mais quelle est cette guerre qui coûte beaucoup d'argent? Alors, selon vous, à l'heure actuelle, vu la tendance du monde actuel, au plan géopolitique et au plan financier également, au regard de toutes ces dépenses, comment se sentent les Américains lorsqu'à chaque fois les États-Unis, via Joe Biden, annoncent de nouvelles livraisons d'armes en Ukraine? Oui, alors c'est une très bonne question parce que effectivement, malheureusement, dans l'analyse, on a plutôt tendance, moi le premier, hein, des fois, il faut vraiment faire la différence, tracer une ligne de démarcation entre le gouvernement, quel que soit le gouvernement, et la population. Ça, c'est très important parce que, encore une fois, dire que le gouvernement d'Ukraine est néo-nazi, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que le peuple d'Ukraine, dans sa majorité, est néo-nazi. De même que l'impérialisme, le gouvernement nord-américain est criminel, appelons un chat, puisqu'il sème le chaos et la terreur au niveau mondial depuis des décennies, mais ça ne veut pas dire que le peuple américain, nord-américain, est criminel aussi. Et encore une fois, je pense que le peuple américain sont en majorité hostiles à la guerre. On a bien constaté que depuis ces dernières... que la plupart des présidents américains ne sont pas soutenus en fait par la majorité de leur population. Je rappellerai quand même que la population afro-américaine est particulièrement ancrée aux États-Unis. La population afro-américaine, elle est présente, elle est martyrisée par les forces de répression de leur propre pays. On se souvient encore les conséquences du cas de George Floyd, par exemple. Et ça, c'est un cas parmi d'autres. Hein. Et cette population afro-américaine,
Bon, à un moment, voilà, il y a eu un président qui était Barack Obama, on va dire qu'il était un petit peu plus progressiste que tous les autres, mais le piège consistait à mettre un homme, un homme avec une peau colorée, on va dire ça, un homme noir, et en disant et en faisant croire qu'il changerait la donne. En fait, il était grand représentant de l'impérialisme nord-américain, lui aussi, hein. Il a pas arrêté, il n'a pas ralenti l'exploitation de la force de travail nord-américaine. Au contraire, il l'a aggravé comme tous les autres présidents. Donc la majorité des Afro-Américains souffrent. Ils sont martyrisés depuis des décennies, indépendamment, et la majorité des Américains ne soutiennent pas leur président. Je pense que voilà, une ligne de démarcation doit être faite. Et là, on en revient c'est le deuxième point à laquelle je voulais en venir sur la base de votre question, c'est que la guerre, elle n'est pas seulement militaire. La guerre, elle est aussi idéologique. Et la guerre idéologique, elle ne cesse jamais. Encore une fois, on a une vision militarisée de la guerre. C'est un problème. Parce que finalement, l'intervention militaire dans une guerre, c'est toujours le degré très élevé d'une guerre qui a commencé bien en amont. Le militaire, tout ce qui est donné militaire, finalement, c'est un élément important, mais la guerre, elle a déjà commencé, en fait. La guerre, elle est d'abord idéologique. Et la guerre, elle a jamais cessé après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi pour ça que, après 1945, s'est dessiné le bloc de l'Est, le bloc socialiste de l'Est, qui était doté d'une idéologie totalement différente, donc l'idéologie du socialisme, et qui était en contradiction avec l'idéologie de l'Ouest, le deuxième bloc qui lui prenait le capitalisme. Donc la guerre, elle est aussi idéologique, elle n'est pas seulement militaire. Et dans ce sens, je pense que, alors, deux choses importantes. Oui, effectivement, l'impérialisme nord-américain a des capacités productives phénoménales, il ne faut pas les sous-estimer. Ils vont continuer à fournir des armes et ils ont la capacité de le faire. Mais par contre, je ne crois pas que l'impérialisme nord-américain est victorieux au niveau de la guerre idéologique. Au niveau de la guerre idéologique, les États-Unis ont perdu. Ce qui maintient l'impérialisme nord-américain en place, c'est la même chose que ce qui maintient le gouvernement français de Paris ou Berlin, c'est la répression. Je pense notamment en France avec les Gilets jaunes qui ont été un mouvement considérable, ce qui a fait que ce qui fait que pour l'instant ça ne fait pas effet boule de neige et que le gouvernement français n'est pas tombé. Et je vous rappellerai que le gouvernement français a failli tomber lors des Gilets jaunes. C'est la répression. C'est la répression de l'impérialisme qui est particulièrement violent, que ce soit aux États-Unis ou en France. Ils n'hésitent pas à arracher des mains, ils n'hésitent pas à arracher des yeux, ils n'hésitent pas à enfermer des gens, à leur mettre la pression physique, des pressions physiques, psychologiques. C'est ça qui maintient ces gouvernements. Donc ils sont encore très en avant sur le plan militaire, malheureusement, parce que leurs capacités productives sont phénoménales. Mais, alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'Est n'a pas aussi des capacités productives, parce que là, on voit bien qu'il y a une entente nord-coréenne, chinoise, russe, Inde, iranienne, etc. Cette entente va se renforcer. C'est une coopération militaire considérable. Il ne faut pas la sous-estimer non plus. Mais en même temps, on constate que sur le plan idéologique, le bloc du Nouveau Monde à l'Est sont en avance. Il faut dire comme elles sont, ils sont en avance. Parce qu'ils n'ont jamais, ils ont pas les mêmes rapports avec le continent africain. Le bloc du Nouveau Monde à l'Est n'ont pas les mêmes rapports avec le bloc africain. C'est pour ça le bloc de Nouveau Monde peuvent jouir d'une confiance des Africains, contrairement à l'Ouest, le bloc de l'ancien monde qui se casse la gueule, qui n'ont plus la confiance du continent africain, entre autres. Donc ils ont la confiance, pourquoi? Parce qu'ils sont le plan idéologique. Il y a eu un bloc, le bloc de l'Union soviétique après 1945, il s'est cassé la gueule dans les années 90, mais sur le plan idéologique, ils ne se sont jamais cassé la gueule. Encore une fois, il faut bien différencier l'aspect militaire de l'idéologie. Et sur cet aspect-là, l'impérialisme nord-américain, pour moi en tout cas, ont d'ores et déjà perdu. Pour cette autre analyse. Alors, Gamal Abina, revenons un tant soit peu finalement sur les réelles motivations aussi
ou alors sur toutes les motivations, c'est-à-dire que ne pas seulement voir les objectifs, les motivations américaines dans ce conflit ukrainien, mais dans les conflits dans le monde, pour tenter d'élargir un autre sujet, parce que on sait, par exemple, qu'au mois de janvier dernier, c'est-à-dire en tout début d'année, les experts estimaient que les États-Unis avaient livré près de 90 tonnes d'armes létales en Ukraine. Et il y a quelques jours, quelques semaines, c'était fin septembre dernier, un haut responsable russe du nom de Konstantin Gavrilov, il était le chef de la délégation russe aux négociations sur la sécurité militaire des armements à Vienne. Il avait déclaré d'une certaine façon, même si certains avaient considéré ses propos péremptoires, que les États-Unis considéraient le monde entier comme un vaste terrain d'essai pour les armes. Est-ce que vous partagez cette analyse, Gamal Abina? Oui, évidemment, tout à fait. Le principe américain est très simple. Il faut se rappeler comment s'est constituée la puissance états-unienne. Ça a commencé d'abord, bon, il y a eu d'abord la rupture avec l'Angleterre, évidemment, et avec l'appui de la France à l'époque où ils voulaient leur indépendance, il y a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles. Les États-Unis ont une constitution qui est très militarisée, très offensive. Le deuxième amendement de la constitution, c'est le droit à porter les armes. C'est vous dire un peu le niveau d'agressivité culturelle que peut avoir ce pays. Le principe du cow-boy, en l'occurrence, est un principe qui a toujours régi la partie américaine. Ensuite, c'est un pays qui était très pauvre au départ. C'est pas un pays riche au départ. C'est un pays de fermiers. C'est un pays très peu qualifié. Et la Première Guerre mondiale leur a donné une opportunité extraordinaire, puisqu'ils soutenaient en sous-main le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, je veux dire la France, l'Angleterre et les pays qu'on appelle alliés. Ils les ont soutenus militairement et ils ont pu lancer une machine industrielle à partir de cette guerre-là. Donc, au départ, avant la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient une puissance de second ordre. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont bénéficié à plein de ces besoins industriels en étant la base arrière de l'Angleterre, de la France et des pays qui étaient contre la Prusse, l'ex-Prusse, l'Allemagne, donc en l'occurrence, et les pays l'Autriche et les pays alliés des Allemands. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà à ce moment-là une fracture entre 3 blocs. Il y avait le bloc états-unien, occidental, le bloc d'Europe centrale, donc le bloc de l'Axe, on dira, et puis le futur bloc soviétique qui venait juste de connaître sa révolution en octobre 17. Et là, on s'est rendu compte que les États-Unis ont vu le monde se diviser en plusieurs partis économico-idéologiques, et ils se sont dit, eh bien, on a déjà bénéficié de cette réussite avec la Première Guerre mondiale, on va créer la SDN, ce qu'ils ont fait après la guerre, et surtout, on va devenir la base arrière de nos alliés. Et c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, qui va intervenir 21 ans après la Première, sera à nouveau une formidable opportunité, après qu'il y ait une crise économique qui a ravagé les États-Unis, de relance industrielle par le militaire. On a beaucoup parlé des nazis qui se sont, et ça a été dit par Jimmy tout à l'heure, qui se sont industrialisés parce que les nazis ont été la puissance motrice de l'industrialisation. Les budgets étaient illimités. L'État achetait à plein régime des capacités industrielles et des capacités fer, charbon, produits dérivés et produits synthétiques. Mais surtout, ils ont lancé à fond la machine industrielle militaire. On parle bien évidemment de tous les grands constructeurs automobiles qui sont devenus de grands constructeurs militaires, hein. On parle évidemment des infrastructures très lourdes qui ont été mises en place pour pouvoir produire ces armements. Et les États-Unis ont bien vu que le monde allait se répartir en course à l'armement. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand la guerre est gagnée en 1945, eh bien, on a une puissance, une hyperpuissance, comme l'appelle Védrine, américaine, qui prend le relais face à des pays ravagés par la guerre, l'Europe centrale, l'Europe occidentale, l'Europe orientale avec les Russes, qui ont été largement frappés par cette guerre et qui avait quand même réussi à créer un tissu industriel assez important. Et donc, la concurrence est faite sur le terrain industriel militaire. Et c'est vrai que le monde est devenu, de ce fait, puisqu'il y a eu aussi une guerre en Asie, n'oublions pas que les États-Unis ont détruit l'Asie avec 2 bombes atomiques, le monde est devenu un véritable théâtre d'opération et théâtre de démonstration des capacités militaires des uns et des autres. Et les États-Unis, avec les multiples guerres qu'ils ont menées depuis 30 ans, il ne faut pas oublier que depuis la fin de la guerre froide, c'est eux qui n'ont pas cessé de faire la guerre. On parle évidemment de l'Irak, c'est évident, l'Afghanistan, c'est évident, mais pas seulement, la Somalie aussi. Ils ont aussi soutenu la séparation du Soudan nord et sud. Ils ont soutenu beaucoup de mouvements insurrectionnels avec la révolution arabe. Bref, les États-Unis passent leur temps à mettre en évidence que leurs armes sont les meilleures et qu'elles valent le coup d'être achetées. Et pour le faire, pour ce faisant, effectivement, eh ben, ils alimentent des guerres. Sauf que le théâtre d'opération planétaire, on parle bien de théâtre planétaire, même si l'Asie, il y a moins de guerres. Ça continue jusqu'en 1975, quand même, les guerres en Asie avec le départ des Américains lorsqu'ils quittent le Vietnam de façon piteuse. La guerre continue plus ou moins, mais se calme. Et c'est vrai que les États-Unis maintiennent toujours des théâtres de tension militaire un peu partout. On prend la Corée du Nord et du Sud, on en parlera certainement. On parle bien évidemment de la séparation du Yémen Nord et Sud.
On parle évidemment de la séparation Soudan-Nord-Sud. On parle évidemment de tout un tas d'autres pays qui sont souvent sous haute ou basse tension. L'Irak, on va dire nord et sud, puisque le Koweït était une province irakienne. On parle bien évidemment des tensions dans la région du Golfe, qui sont alimentées largement par les États-Unis, qui vendent et survendent des armements avec des contrats mirifiques de 600 milliards de dollars. Ça a été signé par Trump. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une tension, les États-Unis arrivent avec leurs super armements pour dire nous sommes là pour vous garantir une sécurité et en même temps ils empochent la mise. Et cette volonté guerrière états-unienne a bien été comprise par les Russes qui font de même. Aujourd'hui, les Russes, par exemple avec les S-400, les S-500, les Russes ont démontré qu'ils pouvaient mener sur plusieurs fronts des théâtres d'opération et démontrer que leurs armements sont de qualité aussi et fonctionnent bien, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir comment, sur ce vaste complexe militaro-industriel des deux pays, d'ailleurs Russie, États-Unis et Chine, qui commencent à émerger, comment se placer? Eh bien, malheureusement, c'est par la guerre. C'est par la démonstration sur le terrain de la qualité militaire des armements. On l'a vu aussi aux frontières de la Russie à l'époque, avec Saakashvili qui s'est affronté avec les Russes et finalement qui a été démis. Eh bien, à ce moment-là, c'était une façon de démontrer que les Russes avaient des armes meilleures que celles des États-Unis qui les soutenaient. À chaque fois, on a des pays comme ça qui servent de théâtre d'opération, qui servent de démonstration de qualité militaire. On voit bien par rapport à la guerre d'Irak ce qui s'est passé. Hein. Le bouclier antimissile Patriot a été survendu à Israël par les États-Unis parce que précisément ils disaient que ça interceptait les missiles, ce qui était très surfait d'ailleurs. Et on voit bien aujourd'hui que les S-400, S-500, qui sont aussi des systèmes d'interception de missiles russes cette fois-ci, fonctionnent. Le retard pris par les États-Unis sur le théâtre militaire, c'est surtout sur les missiles intercontinentaux hypersoniques, où les Russes ont largement pris l'ascendant face aux États-Unis. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis seront en mesure, avec la guerre d'Ukraine, de démontrer que leurs capacités militaires sont bonnes? La réponse va être évidemment non, parce que les armes de haute technologie que les États-Unis voudraient passer aux Ukrainiens nécessitent, alors que c'est une ancienne République soviétique, une connaissance accrue de leur usage, c'est une formation militaire sur le terrain, une connaissance de missiles qui ne sont pas dans les mêmes standards que ceux des Russes et des Soviétiques. Et évidemment, ça prend du temps de former des gens. Il faut 6 mois à 1 an. Dans un pays en guerre, c'est encore plus long, évidemment. Donc, c'est vrai que là, la démonstration des capacités militaires américaines sur le théâtre d'opération planétaire, en l'occurrence, la question ukrainienne, va poser problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons qui font que les États-Unis commencent à se poser la question de savoir si ça vaut le coup d'aider les Ukrainiens, parce qu'évidemment, est-ce qu'ils vont empocher des marchés militaires derrière? Peu probable. Est-ce que l'Ukraine sera dans l'OTAN? Pas du tout, ça, c'est déjà aujourd'hui, c'est réglé, parce qu'il faut une unanimité de l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine vaut la peine qu'on aille dépenser beaucoup d'argent, sachant que la guerre n'est pas gagnable? Je ne le crois pas, mais c'est vrai que c'était une façon de montrer ses capacités offensives. Et les Russes ont démontré qu'ils tenaient le ciel. Les Russes ont démontré qu'ils tiennent le sol aujourd'hui, puisqu'ils ont fait une partition du territoire. Il y a 20% du territoire qui est russe. Et les États-Unis savent parfaitement, c'est ce qui a été dit récemment hier par des généraux, que la guerre n'est plus gagnable par l'Ukraine. C'est-à-dire que la guerre technologique américaine face aux technologies russes n'est pas gagnable. C'est ce qui est dit en sous-jacent. Tirant de ce sujet avec vous, Dimi Daledo, d'ailleurs, sur cette question qu'on se pose en général, indépendamment du conflit ukrainien. Est-ce que finalement, selon vous, les États-Unis sont, comme diront certains, un peu va-t-en-guerre? Parce que est-ce qu'ils ont juste comme ça cette propension à vouloir tester l'efficacité de leurs armes? Je pose cette question parce que, de manière générale, on sait que depuis 1798, Washington a par exemple déclenché près de 469 guerres et conflits armés dans le monde. Alors, certains hauts responsables russes affirment par exemple qu'il est évident depuis longtemps que les parents de Kiev à Washington considèrent tout simplement le monde entier comme un grand terrain d'essai et donc utilisent toute arme armée, tout conflit armé, même s'ils n'y sont pas directement impliqués, pour tester l'efficacité de leurs armes. Est-ce que vous partagez cet avis, Dimi Daledo? Oui, alors, quand on dit que non seulement les États-Unis sont en guerre, évidemment, mais elle va, oui, effectivement, le va-t-en-guerre est corrélatif du test de leur matériel. Et en fait, c'est pas une réalité qui est uniquement propre au gouvernement nord-américain. C'est l'impérialisme dominé, organisé au niveau mondial qui adopte ce positionnement. Et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, encore une fois, je reviendrai sur l'aspect idéologique. Il y a l'aspect idéologique, parce qu'effectivement, il ne faut pas laisser, encore une fois, quand on parle de capitalisme, par exemple, et de socialisme, on parle évidemment de mode de production,
c'est-à-dire de mode de production des biens matériels nécessaires à une société, c'est-à-dire la façon de produire des marchandises et la façon de les exporter. Donc, cette base économique, ce mode de production découle d'une idéologie. Donc, il y a l'idéologie du socialisme, l'idéologie du collectivisme, qui prône le collectivisme, et il y a l'idéologie de l'individualisme qui est liée au capitalisme. Donc forcément, sur le plan idéologique, l'impérialisme nord-américain, comme les impérialismes européens, ne veulent pas laisser passer. On l'a dit tout à l'heure, ils ont perdu. Ils sont en train de perdre du terrain. Donc, ils ne vont pas laisser passer, ils vont pas laisser gagner toujours plus de terrain à leur idéologie ennemie, qui est l'idéologie socialiste collectiviste. Je prends par exemple avec l'idéologie de la Corée du Nord, qui est ce qu'on appelle le Juche. Bon, bah, le Juche, c'est une idéologie clairement qui s'appuie sur les anciennes velléités encore présentes du marxisme-léninisme, du marxisme révolutionnaire, et on constate bien que c'est toujours d'actualité. Le Juche existe, de même que la Chine a un passé socialiste. Hein, une bonne partie on ne reviendra pas sur le passage de la Chine maoïste, etc., qui est clairement une Chine socialiste. Donc, sur le plan idéologique, les États-Unis et tous les autres gouvernements impérialistes ne laisseront pas passer. Ils vont tout faire pour gagner pour reprendre du terrain, parce qu'ils sont en train de perdre du terrain, et prendre l'ascendant au niveau mondial. Et ensuite, le deuxième élément, effectivement, c'est qu'on assiste à franchement, et d'ailleurs, ça a été dit par M. Xi Jinping lorsqu'il a vu dernièrement le dirigeant de la Corée du Nord. Il a dit que le monde était arrivé à un point de non-retour. Et effectivement, je pense que nous subissons ce qu'on appelle un bon qualitatif. Un bon qualitatif, c'est-à-dire qu'on arrive à un point de basculement. Et je pense que la plupart des gouvernements impérialistes, donc bourgeois, ont très bien compris qu'ils ont besoin, d'une manière urgente, de révolutionner leurs moyens de production, leur processus de production. Ils ne peuvent plus produire comme avant. On ne peut plus produire en 2022 comme on produisait en 1945. Ce n'est pas possible. Et donc, ils sont en train de révolutionner les processus de production. On l'a dit tout à l'heure, il y avait une amorce d'analyse à ce niveau-là. On parlait de Starlink, de la nouvelle configuration des multinationales, du cyberespace. Bon, on voit bien qu'en fait, par exemple concret, la plupart des multinationales européennes ou états-uniennes travaillent à l'élaboration, au développement de l'intelligence artificielle. Elles développent ce qu'on appelle les nanosciences, les nanotechnologies. On sait par exemple qu'une partie du matériel militaire qui sont utilisés, notamment les drones qui sont envoyés, fonctionnent par des intelligences artificielles. Et ça va être développé. Ça va être développé parce que l'impérialisme a très bien compris qu'il ne peut plus produire comme avant, il ne peut plus dominer comme avant, il ne peut plus répartir ses marchandises comme avant. Il faut, ce que disait Karl Marx, il faut revenir sur le manifeste du Parti communiste écrit par Marx et Engels. Il faut à un moment, la bourgeoisie monopoliste, la bourgeoisie qui est organisée au niveau mondial, a besoin de révolutionner ces processus de production. Et les processus de production passent aussi par l'armement militaire, le militaire. Et donc, on voit bien qu'il y a un développement fulgurant de l'intelligence artificielle au niveau des différentes armées mondiales, un développement du cyberespace, Starlink, mais ce n'est pas la seule Starlink, hein, il y en a plein d'autres, des exemples, et ils ont besoin en même temps de tester leur matériel. Alors, ils vont tester leur matériel, malheureusement, et c'est un test, c'est une vision, ils vont tester leur matériel, mais ce test, est combiné à un esprit malsain, cet esprit de colon, qui est l'essence de l'impérialisme, et la combinaison de ces deux éléments, malheureusement, sera assez destructeur pour le mouvement mondial. Je pense qu'effectivement, ils vont pas arrêter, ils vont accélérer dans ce sens. Et on est ce point de basculement que nous vivons, soit nous prenons les bonnes décisions, notamment au niveau européen, Paris, au niveau européen, même le continent africain. Est-ce qu'on prendra les bonnes décisions? Est-ce qu'on va décider de ne pas se laisser entraîner dans cette avalanche sociale mondiale? C'est là qui sera, voilà, c'est le point nodal de l'analyse, je pense.
Edimi Daledo pour cette analyse. Voilà. On remercie également Luc Michel d'ailleurs qui nous a rejoint dans le cadre de cette édition de Géopolitique Internationale. Alors Luc Michel, avec vous, on va peut-être, vous allez nous faire part de votre analyse en dernier ressort de ce sujet concernant l'armement américain en Ukraine. On se pose la question de savoir dans le contexte, davantage dans le contexte des bombardements, des récents bombardements russes en Ukraine, est-ce que les États-Unis vont continuer à livrer les armes en Ukraine? Alors on sait, d'après certaines informations qu'on a pu avoir sous la main, on sait qu'il y a une dizaine de jours à peu près, au moins 4 appareils de transport lourds américains ont atterri en Pologne. Dans ce contexte, et tout à l'heure Gamal Abina nous disait que la question n'est pas finalement de savoir si les États-Unis peuvent continuer à livrer les armes en Ukraine, mais la question reste en définitive celle de savoir si ils le veulent. Alors vous, quel est votre point de vue sur la question, Luc Michel, surtout dans le contexte, on est toujours dans ce contexte des missiles tombés en Pologne et le risque justement d'une guerre qui continue à s'étendre. On comprend très bien que l'aide militaire de Washington ne cesse de croître. La question c'est jusqu'à quand, selon vous, Luc Michel? Moi, je ne pense pas que ça pourra durer longtemps. Poutine reste le maître de l'horloge en Ukraine. En décidant de détruire les infrastructures énergétiques et civiles de l'Ukraine, il pénalise leur effort de guerre et il le rend impossible. Ça ne sert à rien de livrer des armes s'il n'y a plus de chemin de fer et d'électricité pour les livrer. Il y a un fort courant aux États-Unis. Il est représenté par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Kissinger, qui est encore actif à plus de 100 ans et qui s'est opposé au dernier sommet de Davos à George Soros sur la guerre en Ukraine. Kissinger dit il faut négocier. En Europe, il y a un secteur important qui est fait par des militaires, par exemple l'ancien chef d'état-major français, le général de Villiers, mais qui est fait aussi par des industriels allemands, belges et français, et qui est fait par des diplomates et par des hommes politiques. Ceux-là disent qu'il faut arrêter parce que la grande perdante de la guerre en Ukraine, c'est l'économie européenne. Donc, Poutine, en détruisant les infrastructures de l'Ukraine, il ne vise pas du tout les civils. Il est en train de viser des objectifs stratégiques. Et son but, évidemment, c'est de rendre le coût de la guerre insupportable pour les Européens et les Américains. Le problème, évidemment, c'est que l'administration Biden, elle veut continuer. Mais il faut voir pour combien de temps. Elle a perdu le contrôle de la Chambre de représentants. Elle a conservé de justesse le contrôle du Sénat. Mais il faut voir quel sera le prochain président, bien entendu, américain. Si c'est Donald Trump ou DeSantis, l'autre candidat républicain, eux ne sont plus d'accord pour financer la guerre en Ukraine. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, j'ai écouté Jimmy Dalido. Moi, je ne partage pas du tout ses positions. Il faut dire que l'économie politique, qui était la science de Marx, de Friedrich Schlitt, d'Adam Smith, le père du nationalisme économique, elle a dominé le 19e et le 20e siècle. Mais aujourd'hui, la science du 21e siècle, c'est la géopolitique. Depuis la fin de la guerre froide, le clivage mondial n'est plus entre économie socialiste et économie capitaliste. Ça, c'est terminé. Elle est entre la possession des moyens de production. Il y a un bloc américano-atlantiste libéral où la propriété des moyens de production, elle appartient à des individus privés. Les gens qui dominent le système américain, c'est le monde de la finance et de l'économie. Et le plus grand milliardaire mondial, Elon Musk, le représente bien avec son système Starlink, qui est une privatisation de la guerre de l'espace. On voit également d'autres milliardaires, George Soros, Bill Gates, Zuckerberg, etc., qui contrôlent le système américain. Mais de l'autre côté, du côté du bloc de l'Est, c'est-à-dire de la Chine, de la Russie ou de l'Iran, la propriété des moyens de production, elle appartient à l'État. C'est une économie qu'on appelle dirigée. C'est-à-dire que les grands oligarques russes sont contrôlés par Poutine. En Chine, il y a une série de 11 multinationales qui sont contrôlées par le Parti communiste chinois. Et en Iran, ce sont des régies d'État.
Par exemple, en Russie, l'énergie Rosatom, qui est le secteur de l'énergie atomique, est une régie d'État issue de l'Union soviétique. Également au Romanov, qui est le secteur de production des armements. Donc aujourd'hui, il y a bien deux blocs, mais ils divergent un peu sur la question du mode de production. Ils divergent sur la question de la propriété des moyens de production. D'un côté, des privatisations de l'économie avec les oligarques occidentaux. De l'autre côté, un contrôle de l'économie par l'État en Chine, en Russie ou encore en Iran. Voilà ce qui est la grande différence. Cette différence, d'ailleurs, elle est reconnue par Joe Biden. Joe Biden a fait un sommet de démocratie libérale à Washington en 2021. Le deuxième vient d'avoir lieu à Copenhague. Les Chinois, les Russes, les Iraniens n'ont évidemment pas été invités. Biden divise le monde entre démocratie libérale, dit-il, ce qui me fait bien rire, et autocratie, c'est-à-dire la Chine, la Russie et l'Inde. C'est ça le clivage du XXIe siècle. Ce n'est plus la vieille économie, la vieille division de l'économie politique des 19e et du 20e siècle. Marx est complètement aujourd'hui obsolète. Afrique Média, le monde, c'est nous.